Vocus, c'est un logiciel pour les relations publiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre logiciel, dans notre suite Vocus, nous allons intégrer plusieurs modules. Le premier, c'est une base de données journaliste. Donc, vous allez pouvoir avoir accès sur le web, en mode SaaS, à toute notre base de données journaliste qui est mise à jour quotidiennement par des gens chez nous, une trentaine de personnes. Et vous allez pouvoir retrouver tous les journalistes français et monde, en tout cas ceux qui ont accepté d'être dans notre base. Vous allez pouvoir trouver toutes leurs coordonnées, qu'elles soient téléphoniques, email, les journaux sur lesquels ils travaillent. Vous allez pouvoir voir les sujets qui les intéressent pour avoir une communication de relations presse ciblée. Vocus intègre un autre module, un module de diffusion de communiqués de presse. Donc, vous allez pouvoir diffuser à travers une plateforme d'emailing, finalement, toutes vos infos presse, votre actualité, vos invitations et vos communiqués de presse aux journalistes préalablement ciblés. Et enfin, Vocus intègre un troisième module, donc qui est un module de veille média qui va vous permettre de surveiller tout ce qui se passe sur la toile, que ce soit sur le web, la presse en ligne, sur les blogs, les forums, les réseaux sociaux, afin de pouvoir mesurer la portée de vos relations presse et surveiller ce qui se passe dans votre secteur et qui sont les influenceurs de votre secteur. Voilà, donc Vocus se veut une suite logicielle particulièrement complète pour exercer ses relations publiques, mais Vocus n'est qu'un logiciel, comme on dit tout le temps. Et derrière ce logiciel, il faut bien qu'il y ait de l'humain pour communiquer, pour avoir une véritable stratégie de communication. Et donc, pour vous faire connaître les meilleures pratiques de relations publiques, nous avons fait appel ce mois-ci à Madame Claire Pourpry, que nous sommes ravis de recevoir. Bonjour Claire. Bonjour. Claire a eu une expérience de 15 ans en tant que journaliste. Elle a été notamment responsable d'édition au Journal des entreprises, à Bref Rhône-Alpes. Elle a donc un profil très entreprise et B2B. Aujourd'hui, Claire est indépendante et elle s'occupe pour ses clients de tout ce qui est projets éditoriaux, tout ce qui est rédactionnel, alors évidemment pour tout ce qui est communiqué de presse, dossier de presse et ce genre de choses, mais aujourd'hui beaucoup plus élargi et quand les sociétés ont besoin de rédactionnel, de stratégie de communication, et bien voilà, Claire intervient pour ses clients. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et je vais laisser la place à Claire pour vous donner le top 4 des bonnes pratiques RP. À vous Claire. Merci Cindy. Bonjour à tous. Donc comme l'a souligné Cindy, j'ai un passé disons, de journaliste en presse écrite et c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour faire ce petit exposé. Donc ce que je vais vous raconter n'a rien de scientifique, mais c'est vraiment basé sur mon expérience de terrain et sur les relations que j'ai pu avoir avec tous les communicants et les gens qui cherchent à obtenir des articles dans la presse via leur communiqué de presse. Pour parler des top 4 des bonnes pratiques RP, je pense qu'il faut avoir en tête que obtenir un article dans les médias constitue un atout considérable pour une entreprise. C'est évidemment le moyen de soigner son image, de gagner en notoriété, de faire savoir ce qu'on fait tout simplement. C'est important vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ses clients, ses fournisseurs, ses concurrents, mais aussi pour faire vivre son entreprise en interne. Et c'est une façon en fait de communiquer intelligemment qui est différente de la publicité, mais qui permet d'apporter vraiment du contenu et d'exprimer ce qu'on sait faire. Alors reste à savoir en fait comment s'y prendre pour obtenir un résultat efficace et donc réussir à avoir un article dans un journal ou un sujet à la radio ou à la télé sur les sujets qu'on a choisis. Pour cela, je vous propose un sommaire donc en 4 parties. Tout d'abord, on va essayer de voir en quoi consiste un bon communiqué et pourquoi un bon communiqué est important. C'est simplement une chance d'être lu par le journaliste. Ensuite, nous verrons que bien identifier sa cible, c'est une chance d'être repéré. C'est-à-dire que mieux on adresse le communiqué au bon journaliste, et plus on a de chances que celui-ci prête attention à ce communiqué. Ensuite, nous verrons qu'une relance efficace est une chance d'être relayée et que c'est important de faire cet exercice correctement. Et puis, nous verrons enfin qu'au-delà du communiqué, c'est un moyen en fait, d'engager une relation avec le journaliste sur la durée et qu'un communiqué ne doit pas être vu comme une fin en soi, disons, mais plutôt comme un outil.
Des temps de questions sont prévus au cours de ce webinaire, à la fin des 2 premières parties et puis en fin d'exposé. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le chat et Cindy les recueillera et fera un résumé pour voilà, poser les questions les plus courantes. Alors pour démarrer, donc, un bon communiqué, une chance d'être lu. Pour cela, le communiqué doit être informatif, succinct, bien écrit et précis. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être trop long. Il doit vraiment se concentrer sur une information à un instant T et ne pas vouloir expliquer tout ce que fait l'entreprise en détail. Il doit être bien écrit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de la grande littérature, mais d'être écrit avec des mots que tout le monde va comprendre tout simplement et qui pourront illustrer votre information de façon extrêmement précise. Et puis, il peut s'agir aussi de bien écrire, mais aussi de donner des chiffres et des indications précises au niveau technique pour que le journaliste en fait, puisse s'approprier ces informations sans aucune ambiguïté. Un bon communiqué doit, à mon sens, traiter de l'actualité et rien que de l'actualité. Il s'agit vraiment d'une information clé à un instant T et pas de parler de choses évasives. Un bon communiqué, c'est un communiqué qui va parler, par exemple, du lancement d'un nouveau produit, du rapprochement d'une entreprise avec une autre, d'une levée de fonds, je sais pas, du rachat de quelque chose ou d'une innovation très importante ou encore, je sais pas, un grand plan de recrutement. Donc voilà, c'est vraiment des informations qui sont propres à la vie de l'entreprise. Il s'agit en aucun cas de faire de la publicité. C'est malvenu, c'est mal vu par les journalistes, d'autant plus qu'il existe dans les médias des espaces dédiés à la publicité. Donc un journaliste attend de l'information, il n'est pas là pour faire de la communication. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, même si parfois la frontière entre les deux peut sembler un peu ténue. Un bon communiqué doit être adapté à tous les usages. C'est-à-dire que bien souvent, les communiqués de presse sont repris tels quels, alors sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, mais également dans les médias traditionnels. C'est-à-dire que les rédactions reçoivent des communiqués, les publient sans rien changer, sans rien en modifier, sans chercher à les compléter. Donc plus votre information sera bien rédigée, bien formulée et complète au départ, et bien plus elle arrivera au destinataire final, le lecteur ou l'internaute, de façon complète. Il reste qu'un communiqué de presse, normalement, ça constitue la base de travail du journaliste, c'est-à-dire que le journaliste ne va pas prendre le communiqué, faire un copier-coller et le reproduire tel que. Le communiqué va être utilisé pour aller au-delà. Donc ça peut être pour lui, s'il veut traiter l'information qui est développée dans le communiqué, il va vouloir en savoir plus. Donc il va chercher à contacter l'entreprise émettrice pour avoir un complément d'information. Il peut tout simplement citer aussi l'objet du communiqué dans un dossier qui traite d'un sujet plus large. Ou alors, il peut aussi effectuer une synthèse de ce communiqué sous forme d'une brève. Donc, il est important en fait qu'il puisse se servir de ce communiqué comme point de départ de son travail. Je vais vous montrer quelques exemples de communiqués de presse qui, à mon sens, sont plutôt bien formulés, bien rédigés. Donc, celui-ci, par exemple, émane de la société Ciparex. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'un communiqué de presse. Il comporte un titre très informatif. Et puis, on voit qu'il est daté, donc c'est important puisque ça permet, si on le laisse de côté, de voir si l'information est encore chaude ou pas. On voit de l'endroit où il est parti, c'est important également pour localiser l'information. Et puis ensuite, on a un descriptif de l'opération en question qui est assez bien fait, avec des paragraphes facilement identifiables. Il est rédigé sur 2 pages, ce qui me semble être une bonne longueur pour un communiqué. Au-delà, c'est un peu long et en deçà, on n'a pas du mal à tout dire en fait sur une seule page. Et puis, il comporte un petit paragraphe à propos de Ciparex qui permet simplement de repositionner l'entreprise en question. En quelques lignes, on nous rappelle ce que fait l'entreprise, à quoi elle sert. Et puis ensuite, bien sûr, les contacts, un élément essentiel si on veut que le journaliste puisse donner suite. Autre exemple, là c'est un communiqué de la société Cégide, donc pareil, on a un titre qui est très informatif, un petit chapeau en guise d'introduction qui pose le sujet, et puis ensuite une explication de l'actualité pour laquelle cette entreprise communique, avec des verbatims donc du PDG et du directeur général. C'est une formule intéressante qui vient compléter, enrichir un peu le communiqué,
qui pourrait être repris par les journalistes, notamment, comme là par exemple, Jean-Michel Aulas, le PDG de Cégide, est quelqu'un d'extrêmement difficile à joindre, puisqu'il est également président de l'OL. Donc là, on pourra au moins le citer dans un article, même si on n'arrive pas à le contacter. Donc c'est un élément qui, à mon avis, est intéressant. Pareil, on a un petit résumé de qui est Cégide, et puis du marché sur lequel il se positionne. Et puis, bien sûr, les contacts presse, un élément très important pour pouvoir aller plus loin. Les pièges à éviter concernant un bon communiqué, donc c'est à mon sens un communiqué qui sera trop long. Donc on a vu au-delà de 2 pages, je pense que le journaliste perd le fil. L'idée étant qu'en ayant une lecture rapide, même en diagonale, il puisse cerner le sujet et voir si oui ou non il va donner suite. Donc ça ne sert à rien d'écrire trop de choses parce que le temps est compté. Et il risque de ne pas le lire jusqu'au bout, tout simplement. Un sujet mal cerné également serait une erreur. Un communiqué doit vraiment parler d'une actualité et d'une seule actualité, et il ne faut pas se perdre dans trop de détails, et puis donc ne pas confondre un communiqué avec une annonce commerciale ou une publicité. Je vous invite maintenant peut-être à poser vos questions s'il y en a sur cette première partie. Merci Claire. Alors effectivement, nous en avons même beaucoup. Là, j'ai une question d'Émilie qui nous demande ce que vous pensez des communiqués de presse un petit peu plus originaux qui donnent une grande place aux photos, par exemple, parce que vous nous avez montré là des CP assez classiques, finalement avec que des mots. Est-ce que les journalistes finalement apprécient ou non des communiqués de presse un petit peu plus imagés et illustrés? On peut tout à fait imaginer des choses plus originales. Alors ça peut être effectivement de la photo, ça peut être de l'illustration sous forme de BD ou de schéma. En fait, l'essentiel, c'est que ça apporte une information. Donc, quelle que soit finalement la façon dont cette information est apportée, ça peut être intéressant. Par contre, il faut bien avoir en tête que quelque chose de très imagé, il faut quand même que ce soit accompagné, je pense, par du texte, pour simplement bien poser le sujet. Et dans ce cadre-là, je pense que, notamment pour des choses envoyées par mail, il faut soigner l'objet du mail, le titre et le titre du communiqué. Après, que le texte soit court ou pas, c'est pas gênant si effectivement il est accompagné d'éléments très informatifs. Et des photos peuvent être un vrai véhicule d'information. Et alors, j'ai une question d'Agnès qui nous demande, et on va vous demander votre avis personnel, hein, ça n'engage que vous. Les relations presse pour vous, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux aller directement vers le journaliste et faire des relations presse finalement en interne, ou est-ce que vous pensez que c'est mieux de passer par une agence de presse? Bonne question. Je pense que les deux formules se pratiquent. Et on peut être tout à fait aussi professionnel en étant une attachée de presse ou un responsable communication dans une entreprise que le travail qui serait effectué par une agence de presse. Je pense plutôt que la question est liée à la taille de l'entreprise. À partir du moment où elle a des besoins réguliers en relation presse, ça peut être intéressant de les faire elle-même. Si c'est des opérations plus ponctuelles ou si dans ses effectifs elle n'a pas de personne vraiment qualifiée pour faire ce travail-là, je pense qu'il est plus judicieux de faire appel à une société dont c'est vraiment le métier. Mais en tant que journaliste, moi j'ai des rapports aussi professionnels, aussi intéressants avec des entreprises en direct qu'avec des agences de relations presse. C'est pas du tout un frein ou quoi. Très bien. J'ai une question d'Isabelle qui revient un petit peu sur le communiqué de presse des 20 ans de l'entreprise que vous avez montré et me pose la question, quelle forme adopter pour ce genre d'actualité qu'on peut appeler froide finalement? Est-ce que c'est une brève, un dossier de presse ou finalement le communiqué de presse il est bien écrit, est-ce qu'il peut aller ou qu'est-ce que vous nous conseillez? Moi je conseillerais, alors le communiqué de presse pour moi il est vraiment lié à une actualité. Le fait qu'une association, même si elle fait un travail très bien, ait 20 ans, en soi, ce n'est pas vraiment une actualité. L'actualité, ça pourrait être plutôt si effectivement, j'imagine qu'elle a fait des opérations un peu événementielles autour de cet anniversaire, il aurait suffi d'orienter le communiqué là-dessus, sur cet événement, et ensuite de parler de toute son action ou tout le problème des femmes et des partenaires, pour que ce soit vraiment percutant et attirer l'œil du journaliste. En fait, là, mon propos n'est pas de dire que ce qui est dans le communiqué n'est pas intéressant, c'est de dire que de la façon dont il est formulé, il a peu de chances finalement de retenir l'attention du journaliste et c'est dommage. Alors c'est vrai que pour des sujets comme ça, qui relèvent plus finalement de questions de fond, un dossier de presse est tout à fait bienvenu.
Et dans ce cas-là, je pense qu'un communiqué très simple de quelques lignes disant voilà, l'association Intel fête ses 20 ans et c'est l'occasion de reparler de ses problèmes, etc. Et puis inviter juste les journalistes à reprendre contact et à en savoir plus en joignant le communiqué de presse, je pense que ce serait plus judicieux. Voilà. Donc on attaque effectivement la deuxième partie. Il s'agit donc de bien identifier la cible. Et c'est une façon donc que le communiqué soit bien repéré par les journalistes à qui il s'adresse. Pour ça, il faut se poser quelques questions. Tout simplement, qui peut s'intéresser à l'information que vous souhaitez diffuser et qui vous voulez toucher. Il est bien évident qu'une même information ne va pas intéresser tous les journalistes. Il existe une multitude de journalistes en France. Je crois qu'on est à plus de 36 000 journalistes qui possèdent la carte de presse professionnelle. Le nombre de médias a complètement explosé ces dernières années avec le développement d'Internet. Donc tout le monde ne va pas s'intéresser aux mêmes informations. Donc il est important pour vous de bien avoir ça en tête, sachant qu'une même information, évidemment, ne va pas être prise de la même façon dans tous les médias et qu'une information qui intéresse un point ne sera pas forcément une information qui intéressera Science et Avenir ou la décoration. Il faut vraiment veiller à identifier clairement la cible que vous voulez toucher. Alors pour bien identifier sa cible, il existe en fait plusieurs outils qui vont vous permettre de sélectionner en fait les médias et les journalistes auxquels vous souhaitez vous adresser. Donc pour cela, il existe des fichiers tels que ceux que vous a présenté Cindy au départ et qui sont développés par la société Vocus. Donc c'est une base de données en fait de médias et de journalistes qui est mise à jour en permanence. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez savoir avec précision les coordonnées des médias, le nom des journalistes, et du coup, vous allez pouvoir sélectionner ceux à qui vous voulez transmettre votre information. Pour également bien identifier sa cible, il est intéressant en fait, de bien connaître les journalistes auxquels vous souhaitez vous adresser, et pour ça, c'est important de prendre le temps de faire connaissance avec eux. Alors ça a notamment une grande importance, je pense, au niveau de la presse locale et régionale, parce qu'on peut entretenir facilement des rapports de proximité avec les journalistes, donc c'est important de bien les connaître. C'est évidemment également important de bien connaître les médias et les journalistes, la presse professionnelle dans laquelle se situe le secteur d'activité de votre entreprise. Et puis, si vous visez des médias nationaux, pareil, il faut savoir dans les rédactions qui va pouvoir s'intéresser au type d'information que vous diffusez, sachant que les rôles sont en général assez bien répartis. Bien identifier sa cible, ça veut dire aussi que c'est le moyen en fait de capter l'attention du journaliste. Et pour cela, le meilleur moyen est de travailler votre message pour qu'il soit adapté en fait à la cible que vous visez. Je vais prendre un exemple tout bête, une société par exemple dans les cosmétiques qui lance une nouvelle crème. Elle va intéresser, son message peut être très technique et porté sur la composition par exemple de la crème ou tout le processus de recherche et développement qui a été mis en place pour la développer pour un certain type de presse spécialisée. Par contre, pour la presse féminine, on peut imaginer que d'autres arguments seraient mis en avant pour capter l'attention de la journaliste ou du journaliste, parce qu'il y a aussi des hommes dans la presse féminine. Voilà. Mais les arguments en fait, à mettre en avant ne seront pas les mêmes. Donc, je pense qu'il est intéressant en fait tout simplement de ne pas hésiter à rédiger plusieurs communiqués en fonction des cibles. Donc le corps du message peut rester le même, l'information ce sera qu'il y a une nouvelle crème révolutionnaire qui est lancée, mais les arguments et la façon de les formuler en fait doivent changer en fonction de la cible visée. Le titre et l'objet du mail peuvent également être modifiés, c'est une façon je pense de mieux cerner la cible à laquelle vous vous adressez et puis du coup que cette cible repère plus facilement ce mail parmi d'autres. Les pièges à éviter, je pense, dans ce cadre-là, donc ce serait d'envoyer un communiqué tous azimuts. Ça ne sert à rien d'envoyer des communiqués à la terre entière. Les journalistes en reçoivent une multitude par jour. Je pense qu'en moyenne, un journaliste va en recevoir, ça peut aller de 250 mails par jour à plusieurs milliers dans certaines rédactions, mais qu'il est évident qu'il est inutile tout simplement d'inonder ces messageries, d'autant plus que ça peut, on peut penser voilà, que ce n'est pas grave, mais je pense que ça peut nuire à votre réputation. C'est-à-dire qu'un journaliste qui régulièrement reçoit des mails d'une entreprise sur des sujets qui ne sont pas du tout en cohérence, en adéquation avec sa ligne éditoriale,
va tout simplement cataloguer cette entreprise en disant voilà, ça ne m'intéresse pas. Et le jour où malheureusement cette entreprise va envoyer un communiqué de presse percutant pour le coup et qui aurait pu être relayé, il y a toutes les chances que le journaliste en fait supprime ce mail et n'aille pas plus loin, ne cherche même pas à lire. Donc ce serait dommage. Et puis donc, dernier piège, je pense que c'est d'envoyer un communiqué mal adressé finalement et mal personnalisé. Il est évident qu'envoyer un communiqué très précis sur la composition et des recherches qui ont abouti au développement d'une crème à un média par exemple régional ou local ou féminin n'a pas de portée, alors que ça en aura si ça s'adresse à un média professionnel spécialisé dans les cosmétiques. À nouveau, je vous invite à poser des questions si vous en avez sur le sujet que je viens de développer. Et oui, donc on en a. On en a. Alors, je vais commencer, peut-être pour vous reposer, Claire, je vais commencer par des questions qui concernent particulièrement Vocus et ses bases de données journalistes. Floriane, par exemple, nous demande les éléments qu'il y a dans nos bases de données. Alors, il y a tous les éléments sur le média du journaliste, c'est-à-dire pour quel journal il écrit, pour quel type d'article, dans quel secteur, est-ce que c'est la beauté, est-ce que c'est le sport, est-ce que c'est l'informatique. Il y a aussi toutes ces coordonnées, en tout cas toutes les coordonnées qu'il a bien voulu nous fournir, parce que c'est une base en opt-in, en accord avec le journaliste. Donc on met les coordonnées qu'il veut bien nous donner. Donc en général, son téléphone professionnel, quelques-uns mettent leur portable, mais c'est assez rare. Et évidemment, leur adresse email, puisque, comme je vous l'ai dit en début, la plateforme d'emailing associée à notre logiciel envoie donc les communiqués de presse et les infopresse directement par email aux journalistes. J'ai une seconde question un petit peu sur le même sujet de Julie. Bonjour, un logiciel un logiciel intégrant une base de données, un attaché de presse ou les deux, est-ce que ça dépend de la taille de l'entreprise ou de son actualité? Moi, je répondrai brièvement à ça en disant que ça dépend plutôt des ressources en interne que vous allez mettre pour les relations presse. Encore une fois, le logiciel Vocus reste un logiciel. S'il n'y a personne derrière pour l'alimenter, pour relancer les journalistes, pour communiquer, pour écrire des communiqués de presse, si vous n'avez pas les ressources en interne ou le temps pour faire ça, il me paraît indispensable effectivement de faire appel à une agence de presse. Après, si votre choix c'est de les internaliser parce que vous n'avez pas trouvé une agence RP qui comprenait vraiment votre secteur et ce que vous faites et que vous préférez les faire en interne, à ce moment-là, oui, si quelqu'un est dédié à ça ou quelqu'un en tout cas a du temps dédié pour les relations presse, un logiciel comme Vocus est fait pour ça. Voilà. Alors pour vous, Claire, maintenant, on me demande, dans le cadre d'une sortie de produit, d'un lancement de produit, quelles sont les informations essentielles à mettre pour intéresser le journaliste? Alors, je pense qu'il y a le côté inédit en fait et innovant du produit qui est vraiment à mettre en avant, puisque ce qui va intéresser un journaliste en général, c'est le côté nouveau de quelque chose. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Je pense aussi toutes les spécificités, comment dire, de la mise au point, du développement de ce produit sont intéressantes, notamment si par exemple c'est un produit qui utilise l'éco-conception, des produits recyclés, enfin voilà, des choses comme ça un peu dans l'air du temps. Il me semble que c'est intéressant de le mettre en avant également. Et puis, alors de plus en plus, on parle plus de l'usage que des produits en tant que tels, donc c'est également un point qui mérite d'être mis en exergue. L'usage, en fait, tout simplement, qui est attendu de ce produit, en quoi il va finalement répondre à un besoin ou à une demande émergente. Un dernier point peut-être qui est aussi très dans l'air du temps, même si commence à se galvauder un petit peu, c'est le Made in France. C'est quelque chose qui valorise tout de suite un produit. C'est sûr que c'est plus vendeur que pour le journalisme, mais vendeur entre guillemets, on va dire, que de savoir que c'est un produit Made in China parmi d'autres. Très bien. Et donc, au niveau de cibler les journalistes, justement, si je cible plusieurs types de presse, faut-il nécessairement faire plusieurs communiqués avec un angle adapté à chaque fois ou un angle générique peut-il suffire? Une question de Louis.
C'est une bonne question, mais ça va vraiment dépendre de la nature de l'information en fait que Louis souhaite diffuser. Il y a des communiqués de presse qui peuvent tout à fait convenir avec voilà, un corps générique, on va dire, à l'ensemble des médias, sur des, je dirais sur des informations basiques finalement, enfin basiques, qui n'ont pas besoin vraiment, dans lesquelles on n'a pas besoin de rentrer dans la technicité. En revanche, je pense que ça peut être bien quand même d'envisager plusieurs communiqués quand vraiment on cible des presses extrêmement différentes les unes des autres. Donc la presse professionnelle, par exemple, extrêmement technique, et par exemple la presse financière en même temps, ou de la presse locale et régionale, ce sont quand même trois cibles vraiment distinctes, qui n'ont pas les mêmes lignes éditoriales et qui ne cherchent pas à apporter le même type d'information à leurs lecteurs. Et là, en l'occurrence, je pense que ça peut être plus percutant quand même d'écrire trois communiqués, ou tout du moins d'avoir une accroche qui soit différente pour chacun d'entre eux. Donc typiquement, si je prends l'exemple d'une levée de fonds pour développer un nouveau produit, on va parler à la presse spécialisée particulièrement de ce nouveau produit qu'on souhaite développer, alors qu'à la presse financière, on va peut-être plus axer sur la levée de fonds et le nombre d'emplois créés, ce genre de choses. Détailler plus le montage de l'opération financière, par exemple, pour cette presse-là, me semble intéressant. Et du coup, est-ce que si on fait ces différents communiqués de presse, est-ce qu'il faut les envoyer en même temps? Pourquoi pas? À partir du moment où, en fait, au départ, il y a une actualité dans l'entreprise. Simplement, cette actualité peut être déclinée en plusieurs communiqués parce qu'elle veut s'adresser à plusieurs médias. Mais c'est l'actualité qui fait qu'il y a un communiqué. Donc, je pense que ça peut être intéressant de l'envoyer en même temps. Après, ça dépend aussi de la capacité de l'entreprise à répondre aux questions des journalistes et à leurs sollicitations, leurs demandes d'interview. Si l'entreprise craint de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes, ça peut être intéressant aussi d'échelonner en fait sa communication. Effectivement, alors peut-être de commencer par l'information financière, ensuite lancement du produit. Par contre, dans ce cas-là, je pense que ça peut être bien d'associer la presse locale et régionale d'emblée dès le début en fait à la communication. Par proximité, en fait, c'est plus correct voilà, qu'elle soit informée dans l'immédiat. Mais effectivement, elle peut après peut-être échelonner sa communication. Il ne faut pas non plus que ce soit sur un délai, un temps trop long. Ça, il me semble que c'est important. Très bien. Alors, j'ai une dernière question. Bon, je vais pouvoir vous donner des éléments de réponse. On me demande s'il existe des bases de données blogueurs. Alors oui, Vocus intègre des bases de données blogueurs dans ses contacts parce qu'effectivement, il y a les journalistes et il y a ce qu'on appelle les nouveaux influenceurs. Alors, cette base de blogueurs n'est évidemment pas exhaustive, mais l'idée avec un logiciel comme Vocus, c'est de se servir justement de la veille média pour identifier ces influenceurs clés et les rajouter à sa base de données de communication. Claire, je vous laisse continuer. Eh bien, je continue. Donc, on va parler maintenant de la relance, qui est un moyen en fait efficace pour votre communiqué d'être bien relayé, à condition qu'elle soit effectuée correctement. La relance, ça peut paraître encore un peu basique, enfin, avec tous les outils qui existent maintenant, mais une bonne relance téléphonique, c'est vraiment un moyen efficace dans les relations presse. C'est tout simplement le moyen de s'assurer que le communiqué a bien été reçu par le journaliste et qu'il a bien été lu. Donc, pour rappel, c'est vrai que les journalistes reçoivent énormément de mails par jour. Donc, il peut se trouver tout simplement, il n'est pas vu votre email avec le communiqué, ou qu'il l'ait lu trop rapidement en diagonale, et du coup, qu'il n'ait pas pensé à donner suite alors que l'information le mérite. Il faut toutefois effectivement user avec discernement de la relance téléphonique, tout simplement parce que les journalistes sont comme beaucoup d'autres personnes très occupés. Ils sont souvent sur le terrain, donc en reportage, et ne sont donc pas facilement joignables. Et ils sont aussi beaucoup au téléphone. Donc le téléphone, c'est un outil qu'ils adorent, mais c'est aussi un outil qu'ils exècrent par moment parce que c'est difficile de se concentrer pour écrire quand le téléphone sonne tout le temps. Donc dans ces cas-là, tout simplement, ne pas hésiter à laisser un message très clair sur le sujet de votre appel. Et ça peut être un moyen intéressant de rappeler, de communiquer à la mémoire du journaliste et puis de dénoncer les points essentiels qui auraient pu lui échapper et qui feront qu'il va s'intéresser à cette information.
Relancer efficacement, ça veut dire aussi être à l'écoute du journaliste. Il ne s'agit pas d'appeler simplement pour s'assurer que le communiqué a bien été reçu. Il faut aussi entendre en fait les questions du journaliste. Par exemple, si, donc je reprends cet exemple de crème cosmétique, le journaliste qui a reçu ce communiqué va peut-être vouloir en savoir plus, donc il va vous poser des questions sur la formulation, sur le côté innovant de ce produit, savoir à qui il s'adresse, comment il va être distribué, à quel prix, etc. Il faut soit être capable de répondre à cette question quand vous effectuez la relance, donc ça veut dire bien connaître le dossier, soit tout simplement prendre note de ces questions et puis vous engager en fait à lui trouver un bon interlocuteur dans l'entreprise qui pourra répondre à toutes ces sollicitations ou trouver les réponses autour de vous. Le communiqué et du coup la relance, c'est une bonne occasion en fait de proposer une suite à ce communiqué, c'est-à-dire proposer aux journalistes de rencontrer le dirigeant de l'entreprise ou par exemple le directeur technique qui a développé cette crème, ou encore de venir visiter tout simplement les locaux, le laboratoire. C'est un moyen en fait d'aller plus loin que le communiqué et pour le journaliste qui voudra enrichir cette information, c'est évidemment très important. Et puis du coup cette relance, ça va être un moyen de garder le contact avec le journaliste, alors déjà de nouer une relation. Alors quand on connaît déjà les journalistes et qu'on les relance, on va entretenir cette relation et le contact, et c'est toujours bienvenu. Et puis quand on ne connaît pas encore bien le journaliste, c'est une façon de faire connaissance et puis du coup de pouvoir ensuite peut-être l'appeler directement pour d'autres sujets ou vous hésiterez sans doute moins à le solliciter si vous avez bien cerné au cours de cette discussion quelles peuvent être ses attentes ou ses besoins en fonction de sa ligne éditoriale ou des projets des dossiers qu'il a en projet pour les prochains numéros de son journal ou de son émission de radio ou de télé. Alors les pièges à éviter concernant la relance, à mon sens, c'est de confier la relance à un stagiaire. Ça se fait souvent, malheureusement. On reçoit souvent des appels de personnes où, dès la première phrase, on comprend bien qu'elles ne maîtrisent pas le sujet ni l'exercice. Et je pense que c'est pas une très bonne chose à faire. Comment dire, ça valorise pas en fait l'information et ce travail-là qui est à mon sens un vrai travail pour donner suite en fait au communiqué et puis pour engager une vraie relation avec l'entreprise. Alors si c'est une stagiaire ou un stagiaire qui est dans l'entreprise depuis plusieurs semaines et qui connaît très bien le dossier, évidemment pas de souci. Et si c'est quelqu'un qui débarque et qu'on lui fait faire un peu cet exercice en pensant que c'est un exercice facile, je pense que c'est une erreur. Autre erreur, à mon avis, à effectuer quand on fait une relance, c'est d'insister lourdement pour obtenir un article. Et c'est malheureusement souvent le cas. C'est-à-dire que l'information que l'entreprise envoie, évidemment, pour elle, elle est essentielle. Mais pour le journaliste qui la reçoit, il faut bien comprendre que c'est une information parmi d'autres. Et il a beaucoup de raisons de ne pas donner suite, en fait, à cette information. Alors, soit elle ne rentre pas dans le cadre des sujets qu'il traite dans son média. Bon, là, c'est peut-être une erreur de ciblage. Ça peut être tout simplement parce que le bouclage a lieu demain, que du coup l'information ne pouvant pas attendre, ne pouvant pas s'intégrer dans ce média-là, va être mise de côté. Mais ce n'est pas très grave en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le journaliste a pris connaissance du communiqué, que vous l'avez bien relancé, du coup que vous êtes sûr qu'il a bien capté l'importance finalement de cette information, il s'en souviendra. Donc il pourra tout à fait citer cette information dans un dossier ultérieurement, ou pourquoi pas revenir vers vous plus tard pour parler de l'entreprise sous un autre angle en fait. Et du coup, il abordera aussi cette question qui était traitée dans l'actualité, mais sous une autre forme ou à un autre moment. Donc c'est pour ça que j'indique également qu'il ne faut pas se borner au contenu du communiqué. Donc le communiqué, c'est une info à un instant T, mais des informations, les entreprises en ont énormément à véhiculer. Donc si cette information proprement dite n'intéresse pas le journaliste, ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas s'intéresser à ce que vous faites. Et c'est peut-être en fait un moyen pour lui de découvrir votre entreprise et de découvrir d'autres angles pour lesquels il sera tout à fait enchanté de parler de vous. Excusez-moi Claire, je sais qu'on n'avait pas prévu tant de questions, mais face à toutes les questions, il y en a beaucoup, donc je pense qu'au lieu d'en avoir énormément à la fin de la présentation, je vais déjà vous en poser quelques-unes.
Déjà, j'ai beaucoup de questions sur... vous y avez répondu, mais simplement pour confirmation, des questions de Jocelyne, Louis et Marie. Donc, vous nous conseillez de relancer les journalistes, parce que beaucoup de nos auditeurs ont peur de déranger, mais c'est pas considéré comme du harcèlement si c'est fait correctement, vous le confirmez. C'est exactement ça, c'est exactement ça. En fait, une bonne relance, c'est vraiment quelque chose d'efficace. Et en tant que journaliste, moi je sais a priori, au début, je n'aimais pas trop effectivement qu'on m'appelle et qu'on me relance. Et je me suis rendu compte que c'est quand même comment dire, un moyen de ne pas rater certaines bonnes informations. Il arrive, en fait, on a tellement de flux d'informations qui nous arrivent, tellement de communiqués, d'infos qu'on glane à droite à gauche, de sujets sur lesquels on enquête, etc., que forcément, il se peut qu'on lise à des communiqués un peu trop rapidement, un peu trop en diagonale, et qu'on ne mesure pas bien la portée de l'information. Une bonne relance qui justement va me permettre de dire mais si, pas du tout, regardez, là il y a un sujet intéressant, et là je peux vous mettre en relation avec telle personne qui pourra vous parler de la stratégie, de l'avenir, etc. Ça va évidemment attiser ma curiosité. Donc je pense qu'effectivement il ne faut pas en abuser, il ne faut pas harceler le journaliste, mais si c'est fait efficacement, c'est bien. Je reviens juste sur cette question de harcèlement. Il arrive par exemple qu'une entreprise qui a ma messagerie ne laisse pas de message, mais appelle 10 fois. Et ça, c'est particulièrement pénible. C'est-à-dire que ça, c'est une relance qui est mal effectuée et qui frise le harcèlement. Et c'est vrai que ça, c'est pas judicieux. Il vaut mieux laisser un message très clair et dire, voilà, je vous appelle pour la relance de tel communiqué, je vous ai envoyé tel jour à tel sujet, donc il faut être très précis. Et j'aimerais en discuter avec vous, ou j'aimerais vous préciser voilà, que vous pourriez aller plus loin en interviewant telle personne, et bien laisser vos coordonnées, et je pense que dans ce cas-là, c'est efficace. Si le journaliste ne donne pas suite, c'est qu'effectivement, ça ne l'intéresse pas et c'est pas la peine d'insister. En revanche, il y a quand même de bonnes chances qu'il vous rappelle, tout simplement. D'accord, bah vous répondez en même temps à une question de Louis qui demandait ce qui pouvait agacer les journalistes, donc typiquement, en voilà un. Donc de rappeler des dizaines de fois sans pour autant laisser de message ni le propos de son appel. D'accord, donc j'ai une autre question. Les journalistes vérifient-ils sur Internet si l'info a déjà été publiée par ses confrères? Et si oui, est-ce que cela influence sa décision de publier ou non? Question de Julie. Oui, oui, bonne question. Alors je vais faire un peu une réponse de Normand. Je pense que ça dépend un peu des médias. Je pense que certains médias se moquent finalement de savoir si l'information a encore comment dire, une notion d'exclusivité ou pas, ou si elle a déjà été fortement reprise par les autres. Moi, pour les médias dans lesquels j'ai travaillé, effectivement, on a toujours veillé à ne pas reprendre une information qui a déjà été diffusée des dizaines de fois. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas parler de ça, mais ça veut dire qu'on va chercher un angle qui n'a pas encore été développé. Et c'est pour ça que la relation avec l'entreprise ou avec la personne qui cherche la relation de presse est intéressante. C'est que ça peut être, mieux on connaît l'entreprise, mieux on va cerner justement cet angle d'attaque qui va nous permettre de parler de cette information d'une façon un peu différente. Mais effectivement, quand on reçoit un communiqué, un des premiers réflexes, c'est évidemment de regarder de quand il date. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la date est importante. Et puis de vérifier sur Internet si effectivement ça a déjà été repris, si c'est de l'information réchauffée. Et puis on va vérifier également, on parlait tout à l'heure du lancement d'un produit, si on nous annonce que ce produit est révolutionnaire pour telle raison, on va faire une recherche rapide aussi pour vérifier si c'est bien vrai, tout simplement, parce que si on trouve 2-3 autres exemples de produits du même genre, ça risque de mettre un petit peu en doute la véracité de ce communiqué. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que... Ah non, j'ai quand même une question qui est souvent posée par rapport à ces relances. Quand est-ce qu'on relance? On envoie le communiqué de presse et ensuite 2 heures après, 2 jours après, 2 semaines? Comment? Je dirais que 2 heures après, non. 2 jours après, pourquoi pas? En fait, ça dépend de la périodicité des médias auxquels le communiqué a été envoyé. Une radio, genre France Info, si vous envoyez une information importante, c'est évident que c'est une radio d'immédiateté du temps réel. Je pense que dans les 2 heures, pourquoi pas. Enfin,
Si c'est des médias moins à chaud que ça, je pense que c'est dans la semaine, c'est un bon délai. En fait, il faut vraiment s'adapter oui, à la périodicité du média en question et se méfier des délais de bouclage, parce qu'un hebdo qui sort le lundi, ben, il y a toutes les chances que le bouclage ait lieu le vendredi. Donc il ne faut pas rater ça en fait. Pareil, un mensuel, on a tendance à se dire qu'il y a le temps. Ce n'est pas toujours le cas, parce que les sujets des mensuels sont en général prévus longtemps à l'avance. Et puis les délais de bouclage peuvent être aussi un peu importants. Donc il faut avoir ça en tête, et ça fait partie peut-être du travail de ciblage dont on évoquait tout à l'heure, et la relance doit être adaptée à la cible visée, tout simplement. Et enfin, dernière question avant de passer à la suite. Peut-on inciter un journaliste à diffuser un communiqué de presse à une date précise? Enfin, à diffuser. Alors, on peut toujours essayer. Je trouve que ce n'est pas forcément bienvenu. Ce qui se pratique par contre, c'est d'envoyer des communiqués sous embargo pour être sûr que l'information paraisse le jour J, qui correspond par exemple au lancement du produit et pas avant un événement. Voilà, donc là on l'envoie sous embargo, et c'est-à-dire que le journaliste s'engage à ne rien diffuser avant cette date-là. Donc ça, c'est quelque chose qui se pratique couramment. Après, non, je pense pas que il faut notifier quoi du coup sur le mail, noter dans le titre du embargo. D'accord. Sous embargo, et mettre la date à laquelle l'information peut être publiée. Donc ça va être sous embargo jusqu'au, là on est 15, jusqu'au 16 mai, quoi. Et avant le 16 mai minuit, il ne faut que rien apparaisse dans la presse. Voilà, ça se pratique beaucoup. Autre chose qui effectivement peut se pratiquer, c'est par exemple si vous envoyez un communiqué qui concerne quelque chose qui va être lancé dans 2 semaines, évidemment vous allez peut-être avoir envie que toutes les informations dans la presse sortent au même moment. Mais c'est, je pense, délicat de demander à un journaliste de préparer son papier pour telle date. C'est lui qui est seul juge en fait, et qui saura ce qui convient mieux à son média, et s'il préfère annoncer cet événement en amont ou le jour J. En gros, on peut demander au journaliste de ne pas diffuser une information avant une certaine date, mais on ne peut pas lui donner non plus de timing. Le contraire n'est pas possible. On ne peut pas lui dire cette information tout de suite. Très bien. Et bien, je vous remercie. Je vous laisse continuer pour cette dernière partie. C'est sa 4e et dernière partie. Donc, on va simplement voir que le communiqué, c'est donc un outil et pas une fin en soi. Comme on l'a évoqué grâce à vos questions précédemment, on se rend compte qu'en fait, un communiqué, c'est le moyen de rentrer en contact avec un média, un journaliste, pour faire passer son information, mais c'est aussi le moyen d'engager des relations plus fines, et une meilleure connaissance de l'entreprise par le journaliste et du journaliste par l'entreprise. Alors pour cela, il est très important que le responsable communication d'entreprise ou son dirigeant soit disponible. C'est-à-dire qu'il arrive régulièrement qu'on reçoive des communiqués bien rédigés, etc., avec les contacts presse, et qu'on n'arrive pas, par ces contacts presse, à atteindre l'entreprise. Donc personne ne répond en mail, personne ne répond au téléphone. Et c'est très dommage, parce que le communiqué en tant que tel ne doit pas suffire normalement. Donc il est important vraiment d'être à l'écoute et à la disposition des journalistes pour répondre à leurs sollicitations, et pourquoi pas leur proposer des compléments d'information sous forme de dossiers de presse, ou de brochures, ou d'échantillons de produits aussi, pourquoi pas, ou de visites d'entreprise. Voilà, tout ce qui va faire qu'ils vont pouvoir encore mieux appréhender votre actualité. Il faut bien avoir en tête également que la communication est l'affaire de toute l'entreprise. Tout simplement, il m'est arrivé souvent de ne pas réussir à joindre des contacts presse, et du coup d'appeler tout simplement le standard de l'entreprise pour dire voilà, je suis journaliste et je cherche à joindre telle personne dans le cadre de telle information. Et là, de tomber face à un mur, c'est-à-dire que la personne qui répond, que ce soit une assistante ou une autre personne, n'est absolument pas au courant que l'entreprise cherche à communiquer avec la presse. Et du coup, c'est soit un refus catégorique, soit on nous dit qu'on passera le message, mais il ne passe jamais, soit on ne sait pas du tout vers quelle personne en fait, nous adresser pour qu'on puisse aller poser nos questions. Et je trouve que c'est dommage, parce que ça donne une image de l'entreprise finalement qui va à l'encontre de ce qu'elle essaye de faire, alors qu'en fait, il est intéressant, il me semble, qu'au sein de l'entreprise, tout le monde ait bien conscience que la communication avec la presse et les médias est un élément
stratégique au même titre que d'autres actions. Et puis, donc il faut toujours avoir en tête que le communiqué, c'est un moyen de mieux faire connaissance avec les journalistes, de mieux les appréhender, et que c'est un outil qui permet d'entretenir des relations de confiance, c'est-à-dire, on l'évoquait juste avant par exemple, quand on envoie un communiqué sous embargo, c'est bien parce qu'on a réussi à établir une relation de confiance avec les journalistes et qu'on sait qu'ils vont jouer le jeu. Et de la même façon, je pense qu'une entreprise peut tout à fait développer des relations intéressantes, par exemple en expliquant des choses en off, pour que le journaliste apprécie mieux la stratégie et la teneur de l'information. Et ce off sera bien entendu respecté à partir du moment où le journaliste a conscience qu'on lui accorde aussi de l'intérêt, de l'importance et qu'on a confiance dans le travail qu'il va retranscrire, ce qu'il va écrire ou dire sur l'entreprise. Il faut aussi avoir en tête que ces relations de confiance sont importantes sur la durée. Souvent, quand on communique, qu'on envoie des dossiers de presse, des communiqués de presse ou des dossiers de presse, c'est en général des informations positives. C'est parce que l'entreprise va bien, elle lance des nouveaux produits, des nouvelles actions, elle a envie de le faire savoir. Mais il peut s'agir aussi de communiquer envoyé en temps de crise, c'est-à-dire que voilà, on a lancé cette nouvelle crème, tout allait bien, et puis quelques mois après, on se rend compte qu'en fait, cette crème a des effets secondaires malheureusement importants. Et plutôt que de s'entacher, il peut être intéressant de communiquer à ce sujet-là. Et toutes les relations que vous aurez réussi à mettre en place quand tout allait bien, vont vous être très utiles en fait pour réussir à gérer cette gestion de crise, puisque le journaliste sera plus enclin à expliquer vos informations, vos explications, et puis du coup à les relayer de façon sereine et posée, que si jamais il n'y a pas eu ces bonnes relations entretenues auparavant. Voilà. Je vous propose maintenant à nouveau un temps d'échange sur ces questions-là, si vous avez des questions, alors soit sur cette dernière partie, soit sur peut-être des choses qu'on a évoquées précédemment, comme vous voulez. Oui, on a évidemment encore des questions. Vous avez parlé d'échantillons tout à l'heure, donc j'en profite pour poser la question de Louis. Peut-on envoyer des échantillons produits sans l'accord du journaliste ou vaut-il mieux attendre qu'il le demande ? Alors, ça dépend de quel échantillon. Si c'est des échantillons dangereux, il vaut mieux son accord. Non, pourquoi pas. En fait, c'est vrai que très souvent, on ne l'a pas évoqué, mais maintenant, les communiqués de presse sont envoyés essentiellement par email. On reçoit quasiment plus rien par courrier. En revanche, le courrier est intéressant justement quand il y a un échantillon produit ou quelque chose de palpable. Et effectivement, c'est bienvenu quand même d'envoyer un échantillon. Alors, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le journaliste ait l'impression qu'on veuille l'acheter. Par exemple, une entreprise qui fabrique des chocolats, qui systématiquement va envoyer une boîte de chocolat. Bon, c'est très gentil, mais on a quand même un peu le sentiment que qu'elle veut amadouer quelque part le journaliste qui va dire elle me fait un cadeau, je vais me sentir obligée de parler d'elle. Voilà, ça c'est un petit peu gênant. Par contre, un produit très innovant ou peut-être difficile à décrire peut-être, le fait de l'envoyer va donner finalement une information de plus au journaliste, et le fait de pouvoir le toucher, le palper, le sentir, il aura finalement des informations en plus qui vont lui permettre d'en parler correctement, ou ça va permettre tout simplement de capter son attention de façon beaucoup plus forte que s'il avait juste reçu un email à ce sujet. Très bien, merci. Et enfin, alors là, je vais poser une question qui va concerner finalement plusieurs personnes qui nous écoutent. C'est plus au niveau des PME, ou en tout cas au niveau des personnes qui ne sont pas forcément connues et qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des relations presse. Comment démarrer une relation avec un journaliste? Parce que c'est ce premier contact, créer une relation de confiance, c'est une chose, mais finalement, il y a ce premier contact qui est toujours difficile. Et puis, une autre personne me dit, en tant que PME, on n'a pas forcément toujours de l'actualité. Donc comment justement pallier ce manque de visibilité et essayer quand même d'avoir un intérêt pour le journaliste? Je ne sais pas, est-ce qu'un avis d'expert plutôt qu'une nouveauté produit pourrait intéresser? Enfin, comment est-ce qu'on se montre à un journaliste avant de créer une relation? Alors, c'est très intéressant. Alors, il y a deux questions, effectivement. La première, c'est comment rentrer en contact avec le journaliste.
C'est pas évident. C'est pas évident. Alors soit effectivement on a une actualité forte et le communiqué de presse sera un moyen en fait voilà, de diffuser cette information et du coup d'entrer en contact avec les journalistes via la relance tout simplement. Une autre formule peut être de commencer par contacter comment dire, les médias les plus proches. Alors les plus proches, ça peut être les médias locaux ou régionaux qui ont toujours comment dire, une affinité évidemment à parler de toutes les entreprises, finalement qu'elles aient une actualité ou pas, parce que leur rôle c'est quand même vraiment de relayer ce qui se passe sur le territoire. Ça peut être aussi de contacter la presse spécialisée la plus proche de votre secteur d'activité, puisque peut-être que là, comment dire, ce sera plus facile en fait pour l'entreprise d'entrer en contact et simplement elle connaît en fait le journal dans lequel elle aimerait faire paraître un article dans ces cas-là. Donc elle connaît ce média, elle connaît la signature des journalistes et du coup elle peut facilement, je pense, tout simplement sous la forme d'un petit mail ou d'un coup de téléphone, les contacter directement et dire voilà, on est une entreprise de telle taille, on se situe à tel endroit, on fait telle chose et j'aimerais savoir si à l'occasion on pourrait se rencontrer pour que je vous expose notre activité ou proposer un rendez-vous avec le dirigeant par exemple. Alors l'autre question qui concernait plus les entreprises qui n'ont pas d'actualité, c'est vrai qu'on a souvent comme ça affaire à des sociétés qui se portent bien, qui font des choses très intéressantes, mais voilà, pour qui les choses sont installées et il n'y a plus effectivement de choses révolutionnaires qui arrivent tous les 4 matins. Dans ce cas-là, il peut être intéressant de vous renseigner en fait sur les programmes rédactionnels des supports sur lesquels vous aimeriez être présent. En effet, les journaux, les magazines, mais même les radios et les télés, ou sur Internet, les réseaux sociaux ou les blogs spécialisés, ont un calendrier rédactionnel. C'est-à-dire qu'en plus des sujets d'actualité qui, eux, ne se programment pas, ils vont programmer des dossiers sur des dossiers thématiques, en fait, donc sur des thèmes qui vont être déclinés comme ça tout au long de l'année. Et ça peut être un bon moyen, en fait, de vous greffer, en fait, sur ces dossiers et d'être cité, en fait, en témoignage dans le cœur de l'article. Et puis une autre piste que vous évoquiez effectivement, Cindy, c'est la rédaction de tribunes libres ou d'avis d'experts. C'est quelque chose qui se développe beaucoup, alors dont il ne faut pas abuser non plus, mais c'est intéressant. C'est vrai que les médias recherchent régulièrement des experts sur plein de sujets finalement, et ça peut être un bon moyen pour l'entreprise de faire parler d'elle. Et là, le meilleur moyen, c'est l'approche directe, je pense, des médias sur lesquels vous aimeriez être présent et de proposer vos services. Alors, selon les cas, ça peut être payant ou gratuit, parce que ça peut être, dans certains cas, associé à comment dire, une forme un peu d'autopromotion de notre activité, voilà, de communication un peu publicitaire. Donc, ça peut être quelque chose de payant, mais ça peut aussi tout à fait être gratuit. Je pense aux tribunes libres ou aux lettres ouvertes, ce genre de choses qui sont en fait des informations en tant que telles et qui sont publiées gracieusement par les médias. Très bien. Eh bien, merci. Je pense que vous avez répondu donc, à la question de Floriane sur la différence entre un journaliste local et un plus grand média, à la question d'Émilie pour les PME ou d'Isabelle qui nous demandait si on pouvait faire des relations presse avec des moyens un peu artisanaux. Donc merci beaucoup. Je vais donc peut-être arrêter là les questions puisque le temps qui nous est imparti est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup, Claire, d'avoir participé à ce webinaire. J'espère pour ceux qui nous écoutent que vous avez appris plein de choses, que vous avez apprécié cette présentation. Encore une fois, merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.